Non, mais je veux dire, l'atout, il n'y a que celui-là. Bon, c'est bien. Je vois pas pourquoi. Si on pouvait écouter celui-là, parce que il est pas bon. il dit qu'il y a des clips avant et après, j'espère qu'il n'y en a pas pour moi. Qui dit ça? Ah, il a écouté, d'accord. Si on peut le sauter. Si on le saute, il y en a tellement que ça va. Ok. Si ça pose pas de soucis. Non, non. Pour moi, ça pose aucun souci. Moi, j'en mets toujours plein au cas où il y a des bugs. Il reste auprès de nous. Ça va être un vrai son. D'accord. Vraiment, vous faites pas exprès. Je comprends des fois. Faut pas que je bouge. Faut rester derrière. Si le micro est dans la gorge, Pardon? 20 secondes. On reprend. Et voilà, sur IDFM au bar de l'économie, c'était Robert Francis avec son titre Jeune Bug. On retrouve tout de suite nos invités du jour qui sont Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, André Rouet, président de la CPME du Val d'Oise, et Frédéric Nobécourt, président de Art for Buildings, notre start-up du jour. Alors nous étions en train de commenter la future décision qu'on attend pour ou ce midi ou ce soir. C'est le prélèvement à la source va-t-il se faire ou pas, et les difficultés, on parlait des difficultés donc à mettre en place par les entreprises et puis du temps que ça prend sans compensation pour les chefs d'entreprise qui, vous disiez, messieurs les présidents d'entreprise, que vous aviez autre chose à faire que de faire ça, et plutôt de développer l'entreprise. Mais il y a un autre point qui était très intéressant que vous venez de soulever, c'est que le particulier devient le trésorier finalement de l'État. Et autre question qui se pose, c'est si l'entreprise ferme, que va-t-il se passer pour le prélèvement à la source? Alors, est-ce que là, on vous a donné des indications? André Rouet. Aujourd'hui, sur l'application technique, il n'y a rien de figé, puisque même nous, une entreprise de 25 personnes, on sous-traite le traitement des salaires. Notre cabinet comptable, aujourd'hui, est dans l'incapacité de nous dire quel en sera le coût et comment ça va s'organiser, puisque rien n'a été fixé. Il est vrai, c'est que la période d'essai était celle de septembre, et on est aujourd'hui à la veille de se dire on franchit le pas ou on ne franchit pas le pas. Et je pense qu'on est plus sur un effet psychologique de savoir comment on va le mettre en application. Donc aujourd'hui, on est quasiment dans l'impossibilité. Et je trouve un peu dommageable, c'est qu'on passe une énergie folle à savoir on va le faire, on va pas le faire. Et c'est un peu au détriment de ce qui est en train de se passer sur le tissu. On ressent une économie qui se ralentit de façon importante. On a eu une fin d'année qui était portée par l'effet Macron. Il est vrai, c'est que la Macronie a fait que l'économie a un peu emporté tout le monde. En début d'année, le premier trimestre s'est bien porté, et d'un seul coup, avec les grèves qui ont énormément perturbé l'évolution, fait qu'à aujourd'hui, énormément d'entreprises ont un ralentissement économique. J'ai rencontré la semaine dernière le président du tribunal de commerce de Cergy-Pontoise. Plus de 20% de faillite sur le premier semestre. Plus 20% de faillite. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il est vrai qu'il y a un aspect technique dans tout ça, ce sont des micro-entreprises, mais c'est vraiment le reflet de comment se passe aujourd'hui l'activité. Et les entreprises ont subi... André Rouet, je rappelle que vous êtes président de la CPME du Val d'Oise, donc vous allez quand même nous rappeler la particularité de la CPME. C'est la représentation syndicale, hein, c'est en fin de compte patronale surtout. En fin de compte, on est là pour faire passer des messages, surtout dans des applications qui peuvent être aujourd'hui coûteuses.
parce que son rôle exact, tout le monde le connaît. Mais il est vrai, c'est quand on a vu le carburant qui augmente, on a l'impact pour chaque salarié pour venir travailler, mais on voit aussi au quotidien pour les entreprises, pour celles qui ont un travail où il faut qu'ils se rendent au domicile. C'est des surcoûts qui ne peuvent pas répercuter. On est en train d'affaiblir la trésorerie des entreprises. C'est un peu indolore. On a la RGPD qui est quelque chose de nébuleux. Personne ne sait dans quel sens le prendre. À aujourd'hui, c'est une préoccupation. Donc vous voulez dire que c'est trop lourd, c'est trop dur à mettre en place la RGPD, il y a trop de choses. Alors, vous venez de nous dire que sur le pouvoir d'achat, de toute façon, nous les particuliers, on se rend bien compte aussi quand on fait notre plein d'essence que là, il y a eu une forte augmentation depuis le début de l'année. Enfin, moi, pour ma part, j'ai 20 € de plus qu'avant. Elle se justifie comment? On ne sait pas trop, parce que le prix du pétrole a augmenté fin d'année dernière, il y a eu une stabilité, et le carburant, tous les jours, il prend quelques centimes. On voit des centimes qui arrivent, et on commence à avoir le prix du litre. Il a dépassé largement les 10 francs que les gens se disaient le maximum qu'ils pouvaient donner. Or, il est vrai que je connais des gens qui disaient, moi, de toute façon, j'ai toujours mis 30 €, je mettrai toujours 30 € dans ça. Donc, je ne le vois pas. Mais il est vrai que tout ça, c'est des petits détails qui, au quotidien, que ce soit pour les salariés, c'est la préoccupation que peuvent avoir leur entreprise, parce qu'on est en train de passer à côté des négociations, parce que nos clients cherchent aussi à nous faire des baisses de coûts. Ils ne veulent pas subir des hausses. On essaie de suivre l'inflation au niveau des salaires, et cette année, on va avoir une inflation, donc ça veut dire que l'année prochaine, la rémunération des salariés va avoir un impact sur les entreprises, mais si notre activité n'est pas au rendez-vous, c'est encore la trésorerie qui va en souffrir. Très bien. Alors donc, combien de membres, combien d'entreprises ou quel type d'entreprises sont membres de la CPME du Val d'Oise? La CPME du Val d'Oise a aujourd'hui environ 400 adhérents, donc sur un tissu de beaucoup de micro-entreprises, puisque le Val d'Oise, c'est 45 000 entreprises. C'est le plus gros, c'est la région Île-de-France où il y a le plus d'entreprises, mais beaucoup de petites entreprises. Mais bon, petite entreprise ne veut pas dire aussi petite activité, donc il y a quand même des beaux fleurons. Le climat que rencontrent tous les gens, il est vrai, c'est qu'on était dans la période estivale, on remet tout ça un peu en place. On va avoir là bientôt, comme on fait tous les premiers vendredis de chaque mois, nos déjeuners d'adhérents. Ça permet de reprendre la transpiration du terrain pour arriver à soutenir les actions qu'ils subissent, ou nous, des remontées que l'on peut faire avec la CPME Île-de-France ou la CPME nationale, parce que il est vrai, notre président François Asselin est quand même sur le front sur beaucoup de choses. Et puis la CPME, ça représente aussi sur l'industrie, le commerce, l'artisanat. Donc il y a beaucoup de choses que soutient la CPME. Merci André Rouet. Alors donc, quels sont les domaines d'activité des entreprises qui adhèrent chez vous? Vous avez des tendances? C'est plus mécanique? C'est plus malheureusement tissu industriel? Le tissu mécanique s'érode, puisque la sensibilité politique depuis 30 ans n'a pas soutenu la mécanique. Donc aujourd'hui, on est plus sur des sociétés de services. Il est vrai, c'est qu'on cherche à soutenir un tissu de gens qui ont leurs propres produits, et c'est le fait après ça de pouvoir faire travailler les gens en réseau, mais ce n'est pas le rôle de la CPME. Ici, il y a les réseaux, il y a des choses qui se font comme ça. Mais la majorité des entreprises, c'est quand même des entreprises de moins de 10 personnes qui forment le bataillon de la CPME. D'accord, donc c'est ce qui confirme le tissu industriel et commercial donc, du Val d'Oise. 99% sont bien des petites entreprises, comme le rappelait Pierre Kuchli tout à l'heure. Alors, je reviens vers vous, Pierre Kuchli, justement, parce que vous aussi, vous êtes président d'une entreprise, enfin de 2 entreprises même. Alors, en tant que chef d'entreprise, comment se passent toutes les nouvelles réformes depuis le début de l'année? Qu'est-ce qu'on voit? Quelle évolution voit-on? Je ne sais pas de quelle réforme vous parlez, si c'est le prélèvement à la source qui n'est pas encore en place. La RGPD, je crois que la RGPD, beaucoup d'entreprises sont en retard. Vous pensez à quelle justement, à tout ça, la RGPD. La RGPD, j'ai peur que malheureusement beaucoup de PME soient en retard, malgré les réunions qui ont été organisées par la CPME, le MEVO, la CCI, la Chambre des métiers, etc. Encore une fois, c'est des contraintes pour des toutes petites entreprises qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre.
Et qui n'en voit peut-être pas toujours l'intérêt, peut-être. Et puis voilà, ça nous semble bien compliqué. C'est pas chez nous qu'il faut venir chercher les données qui sont... Des fuites de données éventuelles, etc. C'est pas trop chez nous. Alors, Eracib, parlez-nous un petit peu donc d'Eracib qui propose des vannes industrielles. Donc Eracib est depuis plus de 50 ans le spécialiste français de l'électrovanne tout fluide pour l'industrie. Et nous avons maintenant une société sœur qui s'appelle NSI, le savoir industriel, qui commercialise des composants pour l'hyperfréquence, pour des pièces de rechange pour les radars, et qui a diversifié son activité depuis le début de l'année. Nous proposons des solutions intelligentes pour gérer les bornes incendie, les PEI, les points d'eau incendie à distance. C'est un produit qui est breveté, Made in Val d'Oise, qui est très innovant et où le démarrage se fait en ce moment et ça marche plutôt bien. Donc là, vous êtes content de ce nouveau développement. Donc c'est l'alliance de la mécanique et du numérique, si on peut dire. Tout à fait. Voilà, donc c'est le monde du futur. Voilà, si des jeunes veulent vous rejoindre, il suffit d'appeler LSI ou bien Eracib. Exactement. Et voilà. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale. Je vous propose un groupe qu'on passe pas très souvent d'ailleurs, et qui s'appelle Feu Chatterton. Non, ils ne sont pas décédés, je vous assure, c'est leur nom. Feu Chatterton avec leur titre Ginger. Pour revenir aux réformes qui sont en cours, on attend beaucoup de la loi Pacte, mais la loi Pacte n'est pas encore sortie. Pas complètement, non. Donc, peut-être faut que je le précise. Oui. D'ailleurs, je vais vous faire, vous avez eu tous les deux, vous avez eu des réunions de groupes d'entreprise. Je vais vous demander la synthèse de vos soirées, c'est-à-dire de faire remonter que pensent les entrepreneurs. Et donc profitez-en justement pour dire que vous attendez la loi Pacte. À l'occasion, j'aimerais bien parler d'Europacity avec vous, parce que l'événement c'est une activité que je suis un peu à distance, mais je pense que... Je vais vous demander, oui, je vais vous demander, vous avez dit tout à l'heure effectivement que vous aviez donné un avis, et c'était un avis favorable. C'est 3 milliards d'investissements sans un euro d'argent public. C'est 10 000 emplois directs, c'est 50 000 emplois directs, dans une zone qui est sinistrée, avec 25 à 30% de chômeurs dans les applications autour. Donc quand on est responsable économique, on fait quelque chose. Dans la forêt des Carnutes. Dans la forêt des quoi? Les Carnutes, les Gaulois. C'est vrai? C'est le no man's land, là-bas, le triangle de Venise. À part des betteraves arrosées par du kérosène, il n'y a pas grand-chose. C'est ce que je dis, moi, c'est ce que je leur dis. C'est ce que j'ai dit au président de la communauté de communes de Roissy. Je lui ai dit, mais attendez, vous voulez garder l'agriculture et qui a envie de manger des légumes? Qui a envie de manger des légumes arrosés par le kérosène? Et après, je l'ai dit tout fort, devant tout le monde, parce que il m'avait convié un dimanche matin, et alors moi, j'ai levé la main, j'ai posé ma question. J'étais là. Après, ouais, et après, il me dit, vous savez, moi, j'étais pas pour. Ah oui, mais bon. Pas pour la question. Alors, ou au repas. non, pas pour le fait de garder une zone agricole. C'est-à-dire, c'est les Verts qui poussent à ça. Parce qu'en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que ce sont des terres très fertiles, mais mal placées, puisqu'il y a l'aéroport à côté. Et le problème de l'Île-de-France, enfin l'avantage de l'Île-de-France, c'est que les terres sont très fertiles. Donc, Pas surtout que le kérosène. le problème, c'est que là, c'est à côté de l'aéroport et arrosé par du kérosène. Enfin bon. On ferait mieux d'aménager complètement cette zone et puis de repousser l'agriculture dans des zones où il n'y a pas d'habitation, pas d'aéroport. Non, puis je rappelle quand même que dans les zones d'habitation autour, vous avez 25% de chômeurs aujourd'hui qui n'ont pas de boulot. En plus. Qui n'ont pas de transport. Là, on va créer 10 000 emplois directs, 50 000 indirects. Il n'y a pas de boulot, pas de transport. Exactement. Il reste une minute. Ah bon, tant que ça? Mais c'est long. 45 secondes. D'accord. Enfin, C'est bon. 30. Enfin, 15. Donc je vous passe la parole au sujet, donc on continue sur ce qu'attendent les chefs d'entreprise, et notamment la loi Pacte. Et puis après je vous pose la question sur Europacity, puisque vous l'avez cité tout à l'heure. Et ensuite je passe la parole à André Rouet sur son entreprise. Là par contre, le côté, ce que vous allez nous dire, ce que vous faites, et après, c'est vous, ce sera à vous.
Entre-temps, on fera quand même encore au moins une pause ou deux musicale. Hein. Je fais parler donc Pierre Cuchely. Après, ce sera à toi. Donc, ce sera un petit peu avant 10h, comme d'hab. Oui. Je donne doucement vers le piste. Sur IDFM, il est 9h55. On est donc toujours au bar de l'économie avec Pierre Cuchely, André Rouet et Frédéric Nobécourt. Alors Pierre Cuchely, nous parlions de ce qu'attendent les entreprises et je pensais notamment à la loi Pacte. Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé de la loi Pacte parce qu'en fait la loi Pacte pour l'instant, elle n'est pas sortie. C'est une loi dont on nous parle beaucoup. On en connaît certains aspects, notamment il semblerait que l'on prévoit de relever les seuils dans les entreprises. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour aider nos entreprises à se développer, pour grossir, etc. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore le détail de cette loi Pacte. Donc les chefs d'entreprise s'interrogent, attendent de voir ce qui va sortir, placent beaucoup d'espoir effectivement dans cette loi, mais on n'a pas les détails pour l'instant. Si non, on n'a pas tous les détails, effectivement. On en a connu certains, je l'ai exposé à l'antenne au mois de juin, mais on y reviendra dès que ça sera publié. Alors, Pierre Cuchely, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Vous avez mentionné tout à l'heure que lorsqu'on veut faire des projets commerciaux ou industriels en Val d'Oise, on pose la question à la CCI, et notamment vous avez mentionné Europa City. Alors, quelle fut l'avis de la CCI pour Europa City? Je crois que tout le monde sait que depuis le début, la Chambre de commerce et l'industrie est aux côtés d'Europa City. Nous soutenons ce projet de manière très ferme. Je m'en suis exprimé, mon prédécesseur aussi, à l'occasion de plusieurs réunions. On s'en est exprimé dans les médias, on s'en est exprimé à la télévision. C'est un projet qui, pour nous, est extrêmement important. C'est 3 milliards d'euros d'investissement sans un seul euro d'argent public. Ça change. C'est 10 000 emplois directs à créer, 50 000 emplois directs dans une zone qui aujourd'hui est sinistrée, puisqu'autour, dans les zones habitées autour, vous avez entre 25 et 30% de chômeurs qui n'ont aucune perspective, qui n'ont même pas les moyens de se déplacer, puisque la fameuse gare de Gonesse a été repoussée, qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc nous sommes forcément pour, d'autant plus que contrairement à ce qui est dit à droite à gauche, l'environnement n'est pas attaqué, au contraire, il est bien pris en compte dans ce projet, et qu'aujourd'hui, ce sont des terres agricoles avec des betteraves qui sont arrosées par du kérosène tous les jours. Je suis déjà pas trop amateur de betteraves à l'origine, mais en plus, quand elles sont arrosées de kérosène, je ne risque pas d'en manger. Je veux dire, effectivement, là c'est une zone qui est sinistrée. Les habitants de Gonesse et des communes autour sont sinistrés. Le Val d'Oise, vous l'avez dit tout à l'heure, est un département extrêmement dynamique. Heureusement, parce que c'est comme un département où il y a comme des zones difficiles. On parle de Gonesse, on parle d'Argenteuil, on parle de Cergy. Il y a des zones où il y a quand même entre 25 et 30% de chômeurs, et de chômeurs sans perspective. Il y a plein d'initiatives qui sont prises, 1000 emplois sur Argenteuil, les emplois francs sur Cergy et je crois Gonesse. Ce sont des très belles initiatives qui d'ailleurs connaissent un certain succès, et je félicite les parlementaires qui ont mis en place ce truc-là, ces opérations-là. Mais je veux dire, c'est quand même un département qui est difficile. On l'a vu avec l'effondrement partiel du viaduc sur le pont de la 15. La présidente du département, Mme Kavecki, a dit quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'est la démonstration que le Val d'Oise, c'est une presqu'île. Donc le Val d'Oise... est devenu une presqu'île après l'effondrement du poteau qui soutient le... C'est une presqu'île. À partir du moment où le pont sur la 15 est coupé, vous n'y avez plus accès. Bien sûr. Donc, on est un peu comme des insulaires, on est un peu comme des Corses de l'Île-de-France. Et ce qui fait que ce Val d'Oise est un département dynamique avec des acteurs qui s'entendent tous bien, la Chambre de commerce, la Chambre du métier, le CEVO, la CPME, le MEDEF, l'UPA, la Fédération française du bâtiment. On travaille tous ensemble main dans la main pour le développement économique. Et c'est une chance parce que ça ne se passe pas comme ça dans toute l'Île-de-France. C'est vrai, c'est une chance. Et il faut avouer aussi que le projet Europa City couvre plusieurs départements, puisque le 93 est également très concerné, vu qu'il est à la limite des deux départements. Et le 93 soutient aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du 93 soutient aussi Europa City. Voilà, donc ça c'est dit. Alors on attend beaucoup de ce projet, qui va sans doute être bien sûr revu. Et on attend les réponses du tribunal administratif. Alors, André Rouet, vous êtes également président d'entreprise, mais avant de vous passer la parole... Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. On a été, le Val d'Oise a été les oubliés des Jeux Olympiques. On est presque les oubliés aussi du Grand Paris. Ça serait un peu dommage de passer à côté d'un très grand projet qui, je pense, peut être très fédérateur pour le Val d'Oise.
Merci André Rouet. Je vous redonne la parole tout de suite après. On va faire une pause, mais cette fois-ci en chronique, avec la chronique culinaire du jour, le secret de cuisine dévoilé par Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Florence, bonjour à vos invités. Oui, je vous donne une recette sans kérosène hein, ce matin. Donc, je vous donne la recette du saumon au beurre d'épices douces. Une recette que j'ai cuisinée plusieurs fois qui est vraiment délicieuse. Pour 4 personnes, donc la préparation prend à peu près 30 minutes. Il vous faut 4 pavés de saumon sans peau ni arête, 2 cuillerées à soupe de coriandre fraîche ciselée, 100 g de beurre mou, 2 cuillerées à soupe de baies roses, 1 cuillerée à café de curry en poudre, 1 cuillerée à café de curcuma, 1 demi-cuillerée à café de gingembre frais râpé, 2 verres de vin blanc sec, 2 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillerée à soupe de miel, du sel. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très simple, vous allez voir. Donc d'abord, il faut préchauffer le four à 210 degrés. Ensuite, travailler le beurre à la fourchette dans un bol et y ajouter les baies, le curry, le curcuma et le gingembre. Vous mélangez intimement et ajoutez un peu de sel. Placez les filets dans un plat à l'eau, les filets de saumon dans un plat allant au four. Arrosez-les de vin blanc et tartinez-les de beurre aux épices. Enfournez pour 20 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, vous réunissez le miel et le vinaigre. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson du poisson, vous récupérez le jus de cuisson et vous le versez dans la casserole avec le miel et le vinaigre. Vous faites réduire de moitié à feu vif. Et vous dressez vos pavés dans un plat, arrosez-les de sauce et parsemez de coriandre fraîche. Servez avec un quinoa façon taboulé. Merci beaucoup Jackie pour cette succulente recette et facile à faire d'ailleurs. Il est 10h01 sur IDFM, nous sommes toujours au bar de l'économie et on va tout de suite passer la parole à André Rouet. Je rappelle qu'il est président de la CPME du Val d'Oise, mais il est aussi chef d'entreprise Emet. La société s'appelle Emet Sonal, la THP. Que fait cette entreprise, André? Alors, je voudrais juste dire qu'on peut être un industriel, mais aussi un épicurien. Donc, ce sera avec plaisir un jour de déguster ce plat. On n'a pas encore de cuisine dans nos studios, mais ça ne saurait tarder. Donc, oui, je suis donc le président d'un petit holding qui s'appelle Agir. Agir, ce sont mes 3 initiales, et qui, en fin de compte, a été l'élaboration d'un premier projet. Et j'ai racheté une entreprise qui s'appelle la société Emet à Argenteuil, qui est un petit atelier de décolletage qui a été créé en 1948, spécialisé dans la fabrication de raccords. On a investi, on s'est installé sur la zone industrielle et après, il est vrai, c'est que les perspectives économiques et industrielles nous ont porté à diversifier nos activités. Donc j'ai racheté la société Sonal, à Argenteuil aussi, qui elle est un fabricant de joints tournants, de raccords rotatifs simples et multicircuits, donc à son propre produit, qui est maintenant aujourd'hui en production totale chez Emet. Le secteur d'activité, de ce secteur d'activité, nous sommes le fournisseur, lorsque tout à chacun va nettoyer sa voiture dans les stations de lavage et les fonds bleus, le bras de lavage sur le toit, le plafond est fabriqué dans nos ateliers. Ah oui, d'accord. En totalité. Et les électrovannes dans le mien. Et les électrovannes, lorsque vous mettez dans le monnayeur, ce sont des électrovannes opéracibles. C'est pas moi qui touche l'argent. On a su avec un client qui se trouve à Heurt en Alsace, fédérer une proposition de produit en commun. Heurt, la capitale de l'asperge. D'accord, on apprend beaucoup de choses avec vous. Comme vous voyez, nous sommes de bons épicuriens. Cette diversification s'est quand même aussi un peu amplifiée. Je suis revenu un peu sur mon métier de base, puisque lorsque j'ai racheté la société Emet, c'était un de mes sous-traitants dans la fabrication de raccords. J'ai fait l'école de commerce et je suis négociant de raccords. Donc, vous avez une formation de commerce et non pas d'ingénieur à la base? Voilà, tout à fait. Donc, je suis même j'ai fait le commerce à la Chambre de commerce de Rouen. En cours du soir, je suis un autodidacte. Donc, j'ai diversifié, j'ai créé une société à Argenteuil dans la spécialisation et la fabrication, le test de tuyauterie ultra haute pression, qui, elle, est faite pour aller dans le monde de l'hydrocurage, l'hydrodémolition, la découpe jet d'eau. C'est ce qui m'a amené à être aujourd'hui dans mes activités, aussi à la FNSA, qui est la Fédération nationale des services de l'assainissement, dans lequel il y a 6 syndicats, et moi je suis le président du syndicat du CIFA depuis 3 ans. Le CIFA, c'est le syndicat des fabricants et des fournisseurs de matériel de l'assainissement et de la maintenance, surtout pour tout le marché français.
dans des secteurs d'activité qui sont la pétrochimie, la chimie, donc des gens qui fabriquent du matériel que vous voyez au quotidien, les camions avec plein de tuyaux dessus. Ce sont donc des camions qui sont très sécurisés, puisque parfois ils transportent des matières très dangereuses. Donc il y a des normes de sécurité qui sont très importantes, et la fourniture de produits qui va dessus. J'ai encore continué pour diversifier les activités, parce qu'il est vrai que la crise de 2008 en mécanique nous a affaiblis au niveau de nos projets d'investissement. Et vis-à-vis des banques, lorsqu'on dit qu'on est mécanicien, moi je me dis mécanologue, mais quand on est mécanicien, on n'a pas une écoute très attentive. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un porteur de projet, un inventeur, qui a développé une sonde pour faire de la mesure pressiométrique. Donc c'est un projet sur lequel je travaille en autofinancement depuis 3 ans. En phase d'élaboration, j'ai fait un projet PME. C'est un projet PME pour un développement à l'international. J'ai été soutenu par la région, par Valérie Pécresse. Donc on a des voilà, projets. C'est un projet proposé par la région Île-de-France, piloté par Valérie Pécresse. On a été lauréat et on est en train de travailler sur le projet. Donc aujourd'hui, le groupe c'est 25 personnes, donc avec encore des beaux petits projets basés à Argenteuil. Voilà, donc d'abord votre chemin de vie montre qu'on peut devenir industriel en étant d'une part autodidacte et deuxièmement en ayant une formation de commerce à la base, parce qu'on s'imagine toujours qu'il faut être ingénieur pour travailler dans tout ce qui est plutôt industrie. Tout à fait. Mécanique. Il est vrai, c'est que je reste sur toutes les activités dans le transfert de fluide, puisque même les sondes sont fabriquées chez nous. Donc je ne suis pas trop sorti du chemin que je maîtrise, parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne fait pas. Après, il est vrai, il faut savoir s'entourer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir déléguer, il faut mener les projets. Il faut mener les projets et être à l'écoute des opportunités, j'imagine. Tout à fait. Merci André Rouet. Je vous propose une nouvelle pause musicale, cette fois-ci avec Boulevard Désert et son titre Bruxelles sur IDFM. Et puis ensuite, on va passer la parole à Frédéric Nobeco qui va nous présenter sa start-up. Vous connaissez? J'ai pas beaucoup parlé, monsieur. Comment? Il a pas beaucoup parlé. Non, justement, c'est son tour. On va le cuisiner maintenant. Aux épices, voilà. Aux épices. Aux épices douces. Je l'ai fait longtemps, mais en 93. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Mais ceci étant, c'est que le 95 est la CPM 94 est aujourd'hui reconnue comme une des plus dynamiques de France. Rappelle l'ancien. Mais je viendrai vous voir. Et ça, je connaissais pas. Vous connaissez? Là, vous avez des jeunes, alors ils doivent écouter ça. Non. Quand tu écoutes avec le casque d'oreille, j'ai pas le d'écouter avec eux. Ah bon? Ah bah oui, mon fils c'est pareil, mais maintenant il change. Je lui ai acheté une barre son qui plug en Bluetooth avec son téléphone. Il entend sa musique. C'est bien. Ouais, vous avez préféré le casque. J'ai vu un truc qui était vachement chez Castorama. C'est des trucs portables. Ça fait lampe. Oui. Ça fait enceinte. Il y a même un nouveau truc qui est sorti, j'ai vu, c'est une table basse qui fait enceinte, lumière et en même temps rangement. On n'arrête pas de progrès. Bientôt, on mettra les verres, il fera les descendre. Voilà, c'est pour les petites surfaces, on a tout dans un bloc. L'intelligence artificielle arrive. Voilà. Un grand pas. On en voit quand même les débuts, nous. On a de la chance. Exactement. Moi, comme je dis, je voudrais être 20 ans plus jeune pour pouvoir voir toutes les avancées qu'il va y avoir. Ça va galoper. Ça va galoper. Ah oui. On n'imagine pas le monde dans 10 ans. On imagine. Non, ça c'est impossible parce qu'on a un phénomène tout à fait étonnant qui est celui de la sédimentation, d'innovation à innovation, et donc on a des effets exponentiels. Voilà, plus on crée, plus on peut créer. Après, moi, si je peux me permettre, Encore, merci, moi j'appelle Jean-Pierre. à la prudence. Moi, je vois des projets. J'en ai vu quelques-uns dans le web. Des gens qui ont levé des millions et des millions sur des projets innovants, etc. Qui ont explosé en vol, en chopant en. Fais attention. Je vais être prudent. Je vais dire tout
toutes les, Faut être prudent, ouais. il y a des tas d'idées qui sont géniales, mais toutes sont pas. Ah, bien sûr. Moi, je me souviens d'une boîte, une Mitrocal, un truc vraiment d'avenir. On était venu me dire, voilà, il faudrait que tu les aides à l'export. Mais ils ont déjà vendu, ils ont vendu en France. Ah bah non, ils vendent déjà en France. Après, en dernier, je donnerai un mot de conclusion. Il y a eu le projet du MEDEF sur la location. Et nous voici de retour sur IDFM au bar de l'économie. On va tout de suite, alors je rappelle que là, nous venons d'entendre Boulevard Désert avec son titre Bruxelles. On va passer la parole maintenant à Frédéric Nobécourt qui va nous présenter sa start-up. Alors Frédéric, vous avez développé l'entreprise Art4 Buildings et vous travaillez dans des installations, on va dire, numériques pour mettre en lumière, moi c'est comme ça que je dis, des espaces ou des lieux, c'est bien ça? Voilà, au sens propre comme au sens figuré en fait. En effet, on est une société de production qui est vraiment à la croisée des chemins entre art numérique, design et technologie. Notre champ d'application, c'est vraiment le domaine physique du numérique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une nouvelle terminologie qui est née, qu'on appelle le phygital, et en fait la contraction entre le domaine physique et digital. Donc on n'est pas du tout sur le online, donc ça c'est important de le souligner pour clarifier un peu les choses. Et si on veut dire deux mots de numérique et de création en particulier, parce que ça serait peut-être intéressant de remettre les choses un peu dans leur contexte, c'est vrai que la création numérique n'est pas née d'hier, elle a commencé à émerger dans les années 60, mais ce qui lui a donné en fait un effet de booster extrêmement important, c'est notamment les calculs algorithmiques aujourd'hui, qui permettent réellement d'avoir des puissances de calcul phénoménales, et en même temps la multiplication des interfaces technologiques qui permet justement d'être extrêmement créatif par rapport à ça. D'ailleurs, on peut noter que finalement sous ce terme ombrelle de création numérique, il y a toute une foultitude de champs qui se sont développés. Alors on en parle de plus en plus aujourd'hui, au rang desquels on parle de réalité virtuelle, évidemment, de VR. On parle notamment de réalité augmentée, d'art vidéo, même si l'art vidéo est né dans les années 60, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui sur ce que cet art est devenu, l'art génératif, l'art robotique, etc., etc. Donc, réellement, et ce qui est intéressant, c'est que ces algorithmes-là sont mis aujourd'hui vraiment au service d'une dimension extrêmement poétique, voire réellement onirique, et on est réellement en train de changer de paradigme. Et si je dois faire un parallèle avec un peu l'histoire des arts, je ferai un parallèle avec la contribution du Quattrocento, notamment florentin, au XVe siècle, et notamment la contribution de Brunelleschi et Alberti, qui ont théorisé sur l'apport de la perspective. C'est-à-dire qu'avant, on ne dessinait pas notamment avec cette notion de perspective au Moyen-Âge, il faut le rappeler. Si on voulait donner de l'importance au sujet, eh bien, ils étaient sur deux plans, enfin sur un seul plan plus grand que le personnage qui avait moins d'importance. Et là, on est réellement dans une époque tout à fait disruptive du même acabit, et ça c'est important de le souligner. Et ces technologies, elles sont en train réellement de changer notre champ de perception. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un rapport très différent, notamment à l'espace. On est en train d'avoir un rapport très différent, notamment au temps, parce qu'évidemment le temps s'accélère, on est en train de créer de nouvelles unités temporelles, si j'ai le temps j'en parlerai après. Et on a aussi une nouvelle relation à soi et aux autres. Parce que la différence avec l'art conventionnel, c'est-à-dire qui est plutôt contemplatif, ces créations numériques, elles sont pour la plupart interactives. C'est-à-dire que l'observateur fait partie de l'installation à proprement parler. Et il peut communiquer avec elle de différentes manières, par différents modes d'interface, que sont notamment la voix, il y a de la reconnaissance vocale, il y a le regard, par exemple, je pense à un artiste, et c'est assez intéressant, vous observez cette création qui ressemble à un tableau et qui est diffusée sur un écran, et c'est le regard qui détruit l'œuvre. Donc c'est de l'eye tracking. On peut travailler notamment sur la perception des battements de cœur, on peut travailler sur la perception des ondes cérébrales, etc. Donc ce que je veux dire, et je viens notamment à notre objet, c'est que finalement cette création numérique, non seulement elle s'invite de plus en plus dans les lieux d'exposition, alors qu'elle a été un peu longtemps boudée, parce qu'on estimait un peu trop pointu. À telle enseigne, bon, je suis au bon endroit ici, Anguin évidemment avec les bains numériques a été extrêmement une ville pionnière en la matière,
Mais on voit par exemple Beaubourg, avec Penser le Code, avec le Grand Palais, etc., ont donné la part belle finalement à cette création numérique, ce qui est un peu nouveau d'une certaine manière. Et il y a évidemment les différents festivals, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une démocratisation de l'art aussi grâce à ça, de la création en général, et que progressivement, en fait, cette création, elle s'invite dans les espaces du quotidien. Et donc, nous, on est parti de ce postulat de départ. Le premier, c'est de se dire, finalement, Internet a une limite un peu consubstantielle, c'est-à-dire que, à la fois, bien sûr, il est infini dans ses contenus. On peut passer une vie entière sur Internet sans passer par le même site, mais en même temps, il est à la fois limité par l'engagement physique, notamment de chacun. C'est-à-dire que par les devices classiques, c'est-à-dire notamment le téléphone, les tablettes, on est limité. D'abord, c'est une expérience qui est solitaire, généralement. On a de l'image qui est en 2D, on a du son qui est unidirectionnel. Il y a assez peu de rapports, on va dire, kinesthésiques, c'est-à-dire la notion de toucher n'apparaît pas, il n'y a pas d'odeur, de parfum, de saveur. Donc, on s'est dit qu'en revanche, la création digitale, donc physique, pouvait contribuer à créer des champs d'expérience, parce que c'est typiquement notamment ce que cherchent nos clients aujourd'hui, et je vais en parler dans un instant. Donc, on peut également dire que ce digital peut également accompagner la transition numérique, parce que cette transition numérique, évidemment, parce qu'on est dans une forme de dématérialisation, elle a créé aussi de la distance avec certains lieux. Donc on a compris que vous proposiez un service de mise en place en lumière qui allie à la fois, pourquoi pas, si c'est demandé bien sûr par les clients, à la fois qu'on peut travailler sur les battements de cœur, sur le regard, sur la voix, et ça peut être interagissant avec ce que vous proposez. Alors donnez-nous quelques exemples de clients. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Alors typiquement, on peut travailler vraiment ce qu'on appelle le design émotionnel aujourd'hui, c'est-à-dire tous les points de contact des espaces et des lieux. Donc je vais donner quelques exemples, notamment les façades. On a travaillé notamment une foncière, etc., qui nous a demandé de réfléchir aux façades. Aujourd'hui, notamment, on parle d'un nouveau concept qu'on appelle les façades actives par rapport aux façades dites passives, c'est-à-dire l'architecture telle qu'elle est, entre le moment où elle est créée et jusqu'à, voilà, elle vit sans être particulièrement activée. Et aujourd'hui, on peut travailler les façades de différentes manières. Par exemple, on travaille avec une architecte qui est aux États-Unis et qui, elle, travaille sur les matériaux en mémoire de forme. C'est-à-dire que la façade, elle change en fonction, par exemple, de l'ensoleillement. Dès lors que le soleil va passer sur la façade, eh bien, il va y avoir des occultations naturelles par les matériaux en mémoire de forme, donc ils vont se créer, et soudainement, il va y avoir une occultation, un peu comme un mouchard habillé d'une certaine manière. On a travaillé notamment aussi sur une façade un peu vieillissante des années 70. On nous a dit, voilà, on a des surfaces miroitées, des huisseries en alu, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous avait demandé au départ le mapping, mais on leur a dit que ce n'était pas tout à fait envisageable pour un certain nombre de raisons. En revanche, on a travaillé sur l'intérieur de l'architecture et on a transformé en fait chaque fenêtre en pixels. Et donc la façade devient une installation en part entière et peut être traitée par du code. C'est-à-dire qu'on va changer les couleurs des pixels, on va changer les vitesses de défilement et les différentes apparitions, on va dire, de l'œuvre. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut très bien la rendre interactive, à la fois à la musique, c'est-à-dire qu'on la rend audio-réactive, c'est-à-dire que la musique peut avoir une incidence sur ce que l'on va voir. On peut proposer aux gens de prendre la main via une borne, notamment sur une œuvre à créer. On peut la confier également à des scolaires, c'est-à-dire qu'ils vont créer une œuvre sur le papier qu'ils vont voir à l'échelle 1, notamment. Donc, on peut travailler sur tous les plans, notamment on peut travailler sur les abords, sur le rapport entre le végétal et le digital, notamment les jardins. On peut travailler sur l'eau, énormément de choses à faire, notamment sur la programmation de fontaines avec le numérique. On peut faire énormément de choses sur ces thématiques-là. Les espaces ludo-pédagogiques sont absolument très intéressants à travailler. J'invite nos auditeurs à regarder ce que le musée de Cleveland a fait en l'espèce. Vous parliez d'Europa City tout à l'heure. Ça sera un espace notamment récréatif. Et là, la notion même d'expérience, elle peut être invitée à s'exprimer par la création numérique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment concevoir ce qu'on appelle des cheminements transformationnels et créer comme ça toute une kyrielle d'humeurs différentes au fur et à mesure de son cheminement et d'un parcours que l'on va créer a priori sur le papier et ensuite physiquement.
Donc en fait, on peut carrément, nous, le badaud, celui qui se promène, peut carrément aller se promener, ça peut attirer en fait, pour pouvoir regarder cette nouvelle forme d'art. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure rapidement à propos des foncières de centres commerciaux qui se posent une vraie question aujourd'hui sur les phénomènes d'attrition de clientèle en disant il faut recréer du lien, il faut que cet espace soit destiné à autre chose que simplement faire acheter, consommer, etc. Mais que ce temps de disponibilité-là soit offert notamment aux enfants pour qu'ils apprennent quelque chose, mais aussi aux adultes pour qu'ils vivent des expériences. Frédéric Nobéco, on va faire une nouvelle pause musicale et après, vous nous direz tout sur comment on fait si on veut faire appel à vous et combien ça coûte. Très bien. Après, il y aura une petite minute pour conclure. Est-ce que vous avez entendu parler de la réforme proposée par le MEDEF? Oui, mais je ne connais pas les détails. D'accord, on n'en parle pas alors. Moi non plus, je n'ai pas encore le temps de... Sur le chômage. Sur le chômage, On va voir ce qu'il propose le nouveau président. Oui, exactement. C'est ce que je fais en général dans les players. Alors, comme ça, c'est Christine and the Queens. Queens. À distance, je ne peux pas. On peut décider de confier aux clients la possibilité d'avoir la main sur les installations. C'est très éclectique aujourd'hui, il y a un peu de tout. Notamment la maintenance, l'automédication, etc. Ah bah oui, il faut bien... Sinon on s'ennuie si on met tout le temps la même chose. Bah non, mais ça c'est parce que s'ils étaient obligés de partir... Parce que hier ils étaient tous obligés de partir. Oui, absolument. C'est en fait... Moi hier, elle m'a parlé de 9h10. Oui. Parce que... Non mais je lui ai dit pourtant hier. Je pense qu'elle a pas compris. Moi, elle m'a pas dit que ça voilà, c'était plus jusqu'à 10h, c'est jusqu'à 10h30, c'est pas grave. Non mais si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Il se dit hier, ils sont partis à 10h. Parce que c'est tout nouveau. Il faut le temps qu'on s'installe. Ils sont conçus pour durer sur un long cours. Alors on travaille avec... Ça dure combien de temps cette musique? Combien? Ça c'est court. Notamment des thématiques sur lesquelles on travaille avec des collectifs différents. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes ces compétences au même doigt. Alors à moins que vous ayez d'autres exemples concrets. Vous avez d'autres exemples concrets peut-être, Frédéric? On a peu de temps, donc moi je peux expliquer un peu l'objet. Donc là maintenant il faut aller dans le vif, oui, c'est-à-dire combien ça coûte, comment les démarches. Il y a le décompte, je pense, ouais, il y a le décompte à 24, de 5 minutes. Il me reste combien? Il avait jusqu'à 29. On a jusqu'à 29? C'est bon, c'est tout bon. Ah, 28 minutes. Voilà, on s'arrête à un petit peu avant 29 parce que je rappelle 2 manifestations. Voilà, il faut que je fasse... C'est où le truc? Non, ça peut rester partout. C'est là. On y va? C'est bon? Il reste combien? Il reste combien? Il reste 20 secondes. Ah bon, on attend. Comme ça, Christophe sera content, je ne coupe plus les musiques. Parce que toute l'année, il me dit « Florence, on coupe pas les musiques !» Tu vois? J'ai pas le choix. Elle s'appelle Christine d'ailleurs maintenant. Chris, elle veut qu'on l'appelle Chris. Chris. Attention. Là, c'était Christine and the Queens, vous avez sans doute reconnu, avec son nouveau titre « Dame, dis-moi ». Et en fait, elle veut maintenant qu'on l'appelle Chris. Donc voilà, c'était Chris. Il nous reste 4 minutes d'antenne. Alors Frédéric Nobéco, vous nous présentiez Art for Buildings. Alors si on veut faire appel à vous pour mettre en lumière ces installations numériques interactives avec l'humain, comment fait-on? Combien ça coûte? Combien de temps aussi pour développer un projet? Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Notre temps est compté. Alors, notre cœur de réacteur en termes d'activité, c'est vraiment l'assistance à maîtrise d'ouvrage numérique d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction d'une problématique qui nous est soumise, on produit des cahiers de tendance, comme ça existe notamment dans la mode, sauf qu'on appelle ça les cahiers d'influence digitale. C'est-à-dire qu'on propose plusieurs interprétations possibles face à la problématique qui nous est donnée. Et on va jusqu'à la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on fait l'accompagnement jusqu'au service clé en main.
Et on s'occupe également du sourcing de toutes les matières, notamment, puisque on s'est associé notamment à une société hongkongaise qui s'appelle Pedal Engineering. Donc, je vais vous répondre. On ne va pas parler du montage juridique parce que quelquefois on peut aussi classer certaines installations en œuvre. Donc il y a des opérations de défiscalisation qui peuvent être envisageables. C'est intéressant, oui. Puisque ça fait le lien notamment avec combien ça coûte. Parce que, alors la première chose, c'est que on a tous les prix. C'est-à-dire que notamment pour produire ces premières études, on va dire, pour déblayer un peu le terrain, on peut démarrer, on va dire, à 5K jusqu'à 10K en fonction de la complexité, en fonction du nombre de points de contact qu'il faut réinterpréter. Et ça peut aller jusqu'à 250K quelquefois, voire plus. Oui, si on décide notamment de faire intervenir un artiste de renom, évidemment, ça se finance d'une certaine manière. Donc ça n'est pas seulement de l'installation matérielle, on peut aussi faire appel à des artistes carrément. Ou des artistes de cet univers, en effet, figital, puisqu'il y en a énormément aujourd'hui, avec lesquels on veut travailler. La question qui m'était posée tout à l'heure, c'était finalement comment vous travaillez sur ces champs si vastes. Moi, je ferais toujours un parallèle finalement avec la médecine. On essaie, en toute humilité, d'être un peu un interniste de la création digitale physique, c'est-à-dire on est un généraliste de spécialité. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir la vision la plus large et les champs technologiques les plus vastes pour être assez abondant dans nos propositions vis-à-vis de nos clients. Et une fois que nos clients ont choisi une orientation, on travaille avec tel ou tel collectif, par exemple. Alors, vous avez une offre d'emploi à pourvoir, je crois. Vous recherchez un concepteur 3D avec une spécialité particulière. Oui, exactement. Notamment, on cherche quelqu'un qui serait capable de travailler sous logiciel Dialux. C'est un logiciel très particulier, notamment pour faire des simulations d'éclairage. Merci Frédéric Noblécourt. Alors, on va rappeler si on cherche à vous contacter, où faut-il vous contacter? Alors, à quelle adresse mail, tout simplement? Adresse mail, c'est très simple, Frédéric avec un C, ni un K, etc. Donc Frédéric, @Art for Buildings, ça s'écrit A-R-T, le chiffre 4, buildings, buildings.com. Je vous conseille de vous rapprocher de deux écoles de la CCI, qui sont l'ITCL à Cergy et les Gobelins qui doivent être à Paris. Voilà, c'était donc Pierre Cuchely, d'ailleurs, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, qui vous propose de collaborer avec ces deux écoles. Je rappelle d'ailleurs l'annonce du jour de la CCI, c'est 5 jours pour entreprendre. Si vous voulez vous former pour devenir chef d'entreprise, n'hésitez pas, du 17 au 21 septembre, ils vous attendent au programme les aspects commerciaux, juridiques et financiers nécessaires à la création et la gestion d'une entreprise sur 5 jours. Et puis, tout plus proche de nous, le 8, samedi 8, à Enghien-les-Bains, eh bien, le centre François Villon vous accueille. Et puis aussi, c'est la journée des associations. Voilà, on vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission du Bar de l'économie, avec demain une nouveauté qui va maintenant venir tous les mercredis, c'est Comprendre le monde. En attendant, on va se quitter avec un extrait musical. On peut peut-être lancer... Non, on n'a pas le temps. Alors peut-être un petit mot de conclusion. En tout cas, on remercie nos invités. Donc, je rappelle, c'était Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie, André Rouet, président de la CPME, et Frédéric Noblécourt, président de Art for Building. La CCI du Val d'Oise qui attend les entreprises d'Argenteuil à Argenteuil le 18 septembre. Voilà, seconde manifestation auquel on vous donne rendez-vous le 18 septembre. Argenteuil est réservé aux entreprises d'Argenteuil. Au sein de la société Elno, mais il faut réserver et aller sur le site de la CCI pour réserver, puisque la participation est... Et pour conclure, on attend nos adhérents pour notre déjeuner le vendredi 7 à l'Oliarus. Donc la CPME vous invite à déjeuner avec eux le vendredi 7. Contactez la CPME. Au revoir à tous, bonne journée et portez-vous bien. Bravo. Bravo à vous. Bravo, merci. Merci Quentin pour la technique. Et on n'a pas coupé de musique.